Monsieur, ce garçon jouait au ballon avec moi hier, dit l'enfant au millionnaire. Les mots transpercèrent le silence du cimetière comme un couteau. Ricardo Valente se figea devant le monument de marbre blanc. Son costume Armani à 5 000 $ était aussi déplacé parmi les modestes pierres tombales qu'il se sentait lui-même déplacer dans sa propre peau. 4 mois. 4 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait enterré Matteo, et la douleur restait aussi fraîche que les roses rouges qu'il avait apportées ce matin-là. La petite main dans son dos était quelque chose d'impossible. Personne n'osait le toucher. Personne n'osait le faire depuis des années. « Quoi, qu'as-tu dit » Sa voix sortit rauque, méconnaissable. Le garçon ne recula pas devant le ton menaçant. Il devait avoir environ 11 ans. Des boucles brunes ébouriffées, une chemise à carreaux usée qui venait probablement d'une friperie, mais ses yeux marrons brillaient de quelque chose que Ricardo n'avait pas vu depuis longtemps. Une confiance absolue. Ce garçon sur la photo, Diego pointa le portrait ovale de Matteo, avec son sourire timide et ses yeux qui ne demandaient mente et jamais rien, car ils avaient appris que papa était toujours occupé. Il s'appelait Théo, on jouait au parc municipal presque tous les après-midi. Le cœur de Ricardo s'arrêta. Puis il commença à battre si fort qu'il sentit les pulsations dans ses tempes. « Tu mens ?» Il se retourna brusquement, et le garçon fit un pas en arrière, mais ne s'enfuit pas. Mon fils était malade, il ne pouvait pas. Il n'a jamais... Il portait une casquette bleue des Yankees pour cacher qu'il n'avait pas beaucoup de cheveux, l'interrompit Diego, et chaque mot était une gifle. Il disait que c'était sa casquette porte-bonheur, mais je savais qu'il y avait autre chose. Il ne courait jamais très vite, il se fatiguait vite, mais il insistait pour être gardien de but. Il était nul, il laissait passer tous les buts, un petit sourire empreint de tendresse, mais il riait à chaque fois. Ce rire sonnait comme des clochettes. Ricardo vacilla sous ce détail. Personne ne connaissait ce détail. La casquette des Yankees avait disparu de l'hôpital et Ricardo avait supposé qu'une infirmière l'avait jetée. Et le rire, mon Dieu, cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas entendu Matteo rire vraiment. À Dechian Mitian, qui t'a envoyé ? Les mots sortirent, chargés de venin. Combien veux-tu ? C'est une sorte d'arnaque perverse ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Seigneur. Diego fronça les sourcils, confus. Théo était mon ami. Quand j'ai vu aux informations il y a quelques mois qu'il était mort, sa voix se brisa. Je n'ai pas pu venir avant. Je ne savais pas où il était enterré. J'ai dû chercher sur Internet, et ma mère n'a pas toujours l'argent pour ça. Ricardo lui attrapa le bras. Pas fort, mais fermement. Mon fils avait une leucémie. Il était en traitement depuis presque 1 an. Il ne pouvait jouer dans aucun parc. Alors dis-moi la vérité maintenant, ou j'appelle la police. Diego le regarda droit dans les yeux, sans peur, seulement avec une tristesse profonde qu'un enfant de 11 ans ne devrait pas porter. Théo m'a dit que son père avait une montre qui faisait de la musique. Une vieille montre à gousset en or qui appartenait à son grand-père, avec une mélodie qui jouait quand on l'ouvrait. Il marqua une pause. « Vous allez me dire que ça aussi, c'est sur Internet, Seigneur. » La main de Ricardo se desserra. Son autre main se porta instinctivement à la poche de son gilet, là où la montre de poche suisse reposait près de son cœur. Seules 3 personnes au monde connaissaient cette montre. Lui, Elena et Matteo. Ses jambes flageolèrent. Il se retrouva à genoux sur l'herbe humide, salissant le costume coûteux, mais cela n'avait plus d'importance. Diego s'agenouilla à côté de lui, sans le toucher, respectant son espace mais offrant une présence. « Il parlait de vous, » dit doucement Diego. Il disait que son père était l'homme le plus important du monde, qu'il construisait des bâtiments si hauts qu'ils touchaient les nuages, qu'un jour, quand il serait guéri, vous lui apprendriez comment faire. Chaque mot était un clou dans le cercueil de l'illusion de Ricardo. Matteo attendait de guérir. Il attendait du temps avec son père, et Ricardo lui avait tout donné sauf la seule chose qui comptait. « Depuis combien de temps ?» parvint-il à demander. « Depuis combien de temps le connaissais-tu » 7 mois, plus ou moins. Il est arrivé un jour au parc, seul, en nous regardant jouer. Je lui ai demandé s'il voulait te jouer, et son visage... Diego sourit tristement. C'était comme si je lui avais offert le monde entier. 7 mois. Les 7 derniers mois de la vie de Matteo, lorsque le traitement s'était intensifié, lorsque Ricardo avait doublé ses heures au bureau parce qu'il ne supportait pas de voir son fils disparaître. 7 mois de consultations médicales supplémentaires qu'Elena avait mentionnées et que Ricardo avait approuvées sans poser de questions, soulagé d'avoir une excuse pour ne pas être à l'hôpital. Théo gardait toujours quelque chose dans sa poche, continua Diego. Une petite photo. Il ne me laissait jamais la voir complètement, mais une fois, je l'ai entreaperçue. C'était quand il était plus jeune, avec un homme et une femme. Tout le monde riait. Il m'a dit que c'était son trésor le plus important, de l'époque où sa famille avait été heureuse. Ricardo ferma les yeux.
Il savait exactement de quelle photo il s'agissait. Noël, il y a 5 ans, avant le diagnostic, avant que tout ne s'effondre, avant qu'il ne devienne le fantôme qui payait les factures médicales, mais ne tenait jamais la main de son fils. Pourquoi ? La question sortit, brisée. Pourquoi es-tu venu me dire ça maintenant ? Diego le regarda avec une maturité qui dépassait son âge. Parce que Théo m'a fait promettre quelque chose. Il a dit « S'il m'arrive quelque chose, trouve mon père. Dis-lui que je ne suis pas en colère. Dis-lui que je comprends qu'il avait peur. Et dis... » La voix de Diego trembla. « Dis-lui que les jours au parc ont été les plus heureux de ma vie. » Le sanglot qui s'échappa de Ricardo fut primitif, déchirant. Diego posa enfin sa petite main sur l'épaule de l'homme qui s'effondrait, offrant un réconfort qu'un gamin des rues savait mieux donner que n'importe quel homme d'affaires millionnaire. À 20 mètres de là, caché derrière un mausolée orné, Carmen Romera observait la scène, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle avait amené Diego parce qu'il avait insisté, mais elle ne s'attendait pas à cela. Elle s'attendait à voir le célèbre Ricardo Valente, le requin de l'immobilier, l'homme qui faisait la couverture des magazines d'affaires, brisé sur la tombe de son fils. Elle ne s'attendait pas non plus à sentir son propre cœur se serrer à cette vue, car Carmen savait quelque chose que ni Diego ni Ricardo ne savaient encore. Matteo lui avait laissé plus que des mots. Il lui avait laissé une lettre, et cette lettre contenait une vérité qui allait tout changer. Ricardo ne dormit pas pendant 3 jours. Le détective privé qu'il avait engagé n'avait mis que 18 heures à confirmer l'impossible. Diego Romero, fils de Carmen Romera, femme de ménage à l'hôpital Santa Lucia, non pas de l'unité d'oncologie pédiatrique où Matteo était traité, mais du service de chirurgie générale au 3e étage. Une femme sans casier judiciaire, veuve depuis 4 ans, élevant seule son fils dans le complexe résidentiel Esperanza. Mais Ricardo ne pouvait pas attendre le rapport complet. Il lui fallait des réponses. Maintenant. L'immeuble où il vivait était exactement comme il s'y attendait. Peinture écaillée, linge suspendu au balcon, une odeur de cuisine maison mélangée au gaz d'échappement des bus. Sa Rolls-Royce attirait des regards incrédules. Ricardo se sentait presque nu sans son armure d'entreprise. Appartement 304. Il sonna. La femme qui ouvrit la porte lui coupa le souffle, mais pas pour les raisons auxquelles il s'attendait. Carmen Romera avait 35 ans selon le rapport, mais ses yeux marron foncé portaient le poids d'une personne qui avait vécu 2 fois plus longtemps. Pas de maquillage, les cheveux tirés en une simple queue de cheval. L'uniforme de femme de ménage toujours sur elle, car elle venait probablement de terminer son service. Elle était, contre toute logique, absolument magnifique. « Seigneur Valente, je ne suis pas surprise. Diego m'a dit que vous viendriez. J'ai besoin de parler à votre fils. » Les mots sortirent le plus dur qu'il ne l'avait voulu. Carmen ne bougea pas du seuil, l'évaluant d'un regard qui le faisait se sentir exposé, comme aucun conseil d'administration n'avait jamais réussi à le faire. « Mon fils vous a dit la vérité. Si vous êtes venu nous menacer... » »« Je ne suis pas venu menacer. » Ricardo passa une main sur son visage mal rasé. Une négligence que son assistante avait notée avec alarme ce matin-là. « Je suis venu parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir qui était vraiment mon fils. » Quelque chose changea dans l'expression de Carmen. Elle hocha lentement la tête et ouvrit la porte. L'appartement était minuscule mais impeccable. Un canapé reprisé, une table à manger qui servait aussi de bureau pour les devoirs, des photos de famille dans des cadres bon marché qui valaient plus que n'importe quelle œuvre d'art dans le manoir de Ricardo. Diego était assis, faisant ses devoirs, et il se leva en voyant Ricardo entrer. « Emmène-le au parc, dit doucement Carmen. Montre-lui. » Le parc municipal était à 3 pâtés de maisons. Un modeste espace vert entouré d'immeubles d'habitation, avec un terrain de football improvisé où des pierres servaient de but. Des enfants y jouaient déjà. Leurs cris joyeux emplissaient l'air du soir. « Oh, c'est Chelation, c'est là !» Diego désigna un banc usé sous un arbre. Théo s'asseyait toujours là d'abord. Il disait qu'il devait évaluer le terrain comme un entraîneur professionnel. Un sourire triste. La vérité, c'est qu'il avait besoin de se reposer. Certains jours, il arrivait très fatigué. Ricardo sentit la boule dans sa gorge se serrer. Et que, en posture aro eta, il jouait. Il jouait beaucoup, mais pas comme nous. Diego était honnête. Il entrait pour 15-20 minutes maximum. Ensuite, il était fatigué et s'asseyait près du but, mais il ne voulait jamais partir. Il disait que nous regarder jouer était meilleur que n'importe quel médicament. 3 garçons accoururent. Diego les présenta. Julio, Marcos, Gabriel. Tous connaissaient Théo. Tous partagèrent un des souvenirs. « Il m'a appris à faire ce coup de coin, » dit Julio, 10 ans. « Il m'a donné mon premier vrai ballon de football, » ajouta Marcos. Il a dit que c'était avec son argent de poche supplémentaire.
Gabriel, le plus silencieux, murmura « Il m'a dit que ce n'était pas grave si mon père ne venait pas me voir jouer, qu'un jour il serait père et qu'il irait à tous les matchs de son fils. » Ricardo dut s'asseoir sur ce banc, le même banc où Matteo s'était assis des dizaines de fois, regardant ses enfants, étant heureux d'une manière que Ricardo ne lui avait jamais donné l'occasion d'être à la maison. Ce soir-là, le détective arriva avec les preuves qui détruisirent tout doute restant. Les dossiers de l'hôpital montrant que Matteo avait des consultations externes de physiothérapie 2 ou 3 fois par semaine pendant 7 mois. Le traitement était ambulatoire dans ses dernières phases. Matteo venait pour sa chimiothérapie et repartait le jour même. Les thérapies externes avaient été autorisées par Elena, signées par elle. Les caméras de sécurité du parc, lorsque Ricardo paya pour accéder aux archives, montrèrent la vérité en haute définition douloureuse. Son fils, son Matteo, riait. Pas le rire poli qu'il réservait à la maison lorsque Ricardo achetait des jouets coûteux pour compenser son absence, mais un vrai rire profond d'enfant sincèrement heureux, courant au ralenti, clairement limité physiquement, mais avec un sourire qui illuminait tout l'écran. Sur une séquence datée de 6 semaines avant sa mort, Matteo serrait Diego dans ses bras après que le garçon eut marqué un but. L'expression sur le visage de son fils était de la pure joie. Ricardo ne put en voir davantage. Il ferma l'ordinateur portable et pleura sur son bureau en acajou à $30 000, entouré de récompenses professionnelles qui, soudain, ne signifiaient absolument rien. Le lendemain matin, Carmen l'attendait à la réception de son siège social. Les gardes de sécurité ne savaient pas s'ils devaient se la retenir ou non. Son uniforme de femme de ménage contrastait violemment avec le marbre et l'or du hall. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », dit Carmen lorsque Ricardo descendit en personne, ignorant les regards de ses employés. « Matteo m'a laissé quelque chose, une lettre. Il m'a fait promettre de la donner à son père, seulement si quelqu'un venait le chercher plus tard. » Elle tendit une enveloppe scellée, froissée par des mois de garde. De l'écriture enfantine de Matteo, un seul mot, « Fapadelde ». « Papa ». Les mains de Ricardo tremblaient en l'apprenant. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas donné plus tôt ?» Carmen le regarda avec une compassion qu'il ne méritait pas. « Pas trop de... » « Parce que vous deviez être prêt à la lire. Et je pense que maintenant, vous l'êtes enfin. » La lettre resta scellée pendant 4 jours. Ricardo la portait partout avec lui. Dans la poche de son costume lors de réunions où il n'écoutait rien, sur sa table de chevet pendant qu'il ne dormait pas, à l'intérieur de sa mallette lorsqu'il se rendait à des inspections de chantier où il faisait semblant de prêter attention. L'enveloppe devint douce à force d'être touchée, mais il ne trouva jamais le courage de l'ouvrir jusqu'à ce qu'Elena apparaisse. « Ton assistante dit que tu as annulé 17 réunions cette semaine. » Sa voix résonna dans le bureau vide à 23 heures. « Les actionnaires sont inquiets. Je suis inquiète. » Ricardo leva les yeux. Elena était toujours belle à 42 ans, élégante dans son tailleur gris perle. Ils étaient mariés depuis 15 ans, mais étrangers depuis les 5 derniers, depuis le diagnostic, et peut-être même avant. « Tu savais ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. « Pour le parc, les enfants, Diego. » Elena pâlit. C'était toute la réponse dont Ricardo avait besoin. « Mon Dieu !» Il se leva brusquement. La chaise heurta la fenêtre du 30e étage. « Tu savais que notre fils s'échappait de l'hôpital et tu ne m'as rien dit ?»« Parce que tu l'aurais interdit !» explosa Elena avec une fureur qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Tu aurais posté des gardes, engagé des infirmières privées pour le surveiller 24 heures sur 24. Tu aurais transformé ses derniers mois de vie en une prison encore plus étouffante qu'elle ne l'était déjà. Il était malade, il était mourant, il était vivant. » Les larmes coulaient sur le visage d'Elena, ruinant le maquillage parfait. Pour la première fois depuis des mois, Matteo était vraiment vivant. Sais-tu ce qu'il m'a dit quand je l'ai découvert ? « Maman, s'il te plaît, ne le dis pas à papa, c'est la seule chose que j'ai qui soit juste à moi. » Ricardo chancela comme s'il avait été frappé. « Ce n'est pas... je l'aimais. J'ai tout fait pour lui. » « Tu lui as tout donné, sauf du temps. » La voix d'Elena s'adoucit, se transformant en quelque chose de pire que la colère, la pitié. « Tu lui as acheté l'hôpital le plus cher, les meilleurs médecins, des traitements expérimentaux qui coûtaient pas des millions. Mais tu ne t'es jamais assis avec lui pour regarder un film, tu n'as jamais joué avec lui. Quand il te demandait de l'emmener au parc avant d'être malade, tu étais toujours trop occupé. Je construisais un empire pour lui, pour son avenir. » « Il n'avait pas d'avenir, Ricardo. » Elena prononça chaque mot comme une sentence. « Les médecins nous ont dit il y a 8 mois que c'était terminal et tu as doublé tes heures de travail comme si tu pouvais acheter plus de temps avec de l'argent. » Le silence s'étira entre eux comme un abîme. « Il y a un journal, » dit enfin Elena, sortant un cahier de son sac. « Matteo a écrit pendant tout le traitement. Je l'ai trouvé après l'enterrement.
J'avais peur de le lire. J'avais peur que tu le prennes. Mais maintenant, je vois que tu as besoin de le lire autant que j'avais besoin de le garder. » Elle tendit le cahier à la couverture de super-héros, les coins cornés par l'usage. Ricardo le prit de main tremblante, l'ouvrit à une page au hasard. Jour 127 du traitement. Papa était venu quand je dormais déjà, a laissé un nouvel iPad sur la table de chevet. Il y a environ 1000 jeux dessus, mais j'aurais préféré qu'il reste et me raconte une histoire ennuyeuse du travail. Demain, je vais au parc. Diego a promis de m'apprendre cette feinte que je n'arrive jamais à faire, même si je vais probablement me fatiguer très vite. Parfois, je pense que papa travaille autant parce qu'il a peur de me voir mourir. Je ne lui en veux pas. J'aimerais juste qu'il sache que je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de mourir sans jamais avoir su qu'il était trop occupé pour me connaître. Le sanglot qui s'échappa de Ricardo fut animal. « Quand ?» parvint-il à demander. « Quand as-tu su pour ces escapades ?» « Une infirmière me l'a dit au 3e mois. Je suis allé au parc pour l'arrêter. » Elena ferma les yeux. « Mais ensuite je l'ai vu. J'ai vu notre fils courant, riant, juste un enfant, pas un patient, pas une victime, juste Matteo. J'ai parlé à Carmen, je lui ai demandé de veiller sur lui, et j'ai décidé de ne pas te le dire. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. » Elena lui fit face avec une dignité dévastatrice. Quelqu'un devait faire passer Matteo en premier, et il était clair que ce ne serait pas toi. Ricardo voulut argumenter, se défendre, mais les mots de son fils mort étaient plus forts que n'importe quelle excuse. Il ouvrit la lettre qu'il portait sur lui depuis des jours, comme un talisman ou une bombe. L'écriture enfantine de Matteo dansait sur la page. Chaque mot, un coup chirurgical. « Papa, si tu lis ça, c'est que je suis déjà mort et que quelqu'un t'a parlé du parc. C'était probablement Diego. C'est mon meilleur ami, même s'il ne sait pas que je suis malade. Pour lui, je suis juste Théo, le pire gardien de but du monde. Je sais que tu vas être en colère parce que j'ai menti sur les thérapies, mais j'avais besoin de ces jours. Papa, à l'hôpital, tout le monde me regarde comme si j'étais déjà dans un cercueil. À la maison, tout est si silencieux et parfait que j'ai l'impression de tout gâcher juste en existant. Mais au parc, les enfants ne savent pas. Ils me traitent normalement, ils me crient dessus quand je rate des buts, ils rient avec moi, pas de moi. Je ne t'en veux pas de travailler autant. Je sais que tu m'aimes, même si tu ne sais pas comment le montrer. Maman dit que tu es comme grand-père, que tu montres l'amour en construisant des choses, et c'est bien. Mais parfois j'aurais aimé que tu construises quelque chose avec moi, même si c'était une tour en Lego. Diego n'a pas beaucoup d'argent, mais sa mère trouve toujours du temps pour lui. Je l'ai vu lui brosser les cheveux avant de venir au parc. Ce sont les petites choses qui comptent. S'il te plaît, ne sois pas triste trop longtemps, et s'il te plaît, veille sur Diego pour moi. C'est un bon garçon. Il joue au foot 1000 fois mieux que moi. Peut-être que tu pourras aller le voir jouer un jour, faire ce que tu n'as pas fait avec moi. Je t'aime, papa. Même si tu ne m'as jamais demandé comment s'était passée ma journée, même si tu étais toujours en appel important. Je t'aime. Mais j'aurais aimé que tu t'aimes assez pour être là. Matteo. PS. La montre qui faisait de la musique a toujours été mon son préféré, parce que ça voulait dire que tu étais là, même si ce n'était que pour 1 minute. Ricardo ne sut pas combien de temps il pleura. Quand il leva enfin les yeux, Elena se tenait près de la fenêtre, sa silhouette découpée sur les lumières de la ville que Ricardo avait aidé à construire. « Je vais signer les papiers du divorce, » dit-elle sans se retourner. « Ils auraient dû arriver il y a 3 ans, mais je me suis convaincue que nous pouvions sauver ça pour Matteo. Maintenant qu'il est départi, il ne reste plus rien de nous non plus. Ricardo, je te vois annuler des réunions, chercher Diego, essayer vraiment de comprendre. » Elle se tourna enfin et ses yeux étaient pointes secs, mais infiniment tristes. « Mais c'est trop tard pour nous. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui me rappelle chaque jour ce que nous avons perdu, ce que nous avons gâché. » Elle quitta le bureau et Ricardo ne la retint pas, car elle avait raison. Cette nuit-là, avec le journal de Matteo ouvert et la lettre froissée dans son poing, Ricardo Valente prit une décision. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait honorer le dernier souhait de son fils. Il trouva le numéro de Carmen dans le rapport de l'enquêteur. Elle répondit à la 3e sonnerie. « Madame Romera, c'est Ricardo Valente. J'ai besoin... » Sa voix se brisa. « J'ai besoin d'apprendre à jouer au football. » Carmen le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Vous voulez que je vous apprenne à jouer au football ?» répéta-t-elle, debout sur le pas de sa porte à 7h du matin, toujours en pyjama car c'était son jour de congé. Ricardo, qui n'avait pas dormi du tout, hocha la tête avec un désespoir qui aurait terrifié quiconque connaissait le requin des affaires. « Matteo a demandé que je veille sur Diego, que j'aille le voir jouer. Je ne peux pas. » Il passa ses mains dans ses cheveux. « Je ne peux pas simplement débarquer et faire des chèques. J'ai déjà fait ça avec mon propre fils. J'ai besoin de comprendre ce que Matteo aimait là-dedans. J'ai besoin... »
Vous avez besoin de pardon, termina doucement Carmen. Les mots frappèrent en Ricardo comme un coup de poing. Il hocha la tête, incapable de parler. Carmen soupira, mais quelque chose dans son expression s'adoucit. Au parc cet après-midi, 16h. Et, Seigneur Valente, si vous venez, pas de costume de marque. Les enfants vont vous dévorer. Ricardo arriva à 15h45 vêtu d'un jean qu'il avait acheté ce matin-là, le premier en 20 ans, et d'un simple polo. Il se sentait nu sans son armure d'entreprise. Le chauffeur avait laissé la Rolls-Royce à 2 pâtés de maison, comprenant instinctivement que cette voiture n'appartenait pas à ce quartier. Les enfants jouaient déjà. Diego le vit en premier, et le ballon qu'il s'apprêtait à frapper roula sur le côté. « Seigneur Valente ?» Tous les jeux s'arrêtèrent. Une douzaine de paires d'yeux l'évaluèrent avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Ricardo se sentit ridicule. « Diego, ta mère a dit que tu pourrais m'apprendre comme tu as appris à Matteo. » Le nom de son fils sur ses propres lèvres, dans ce lieu, semblait sacré. Diego échangea un regard avec les autres enfants. Julio murmura quelque chose. Marcos haussa les épaules. Finalement, Gabriel, le plus silencieux, parla. Théo disait que son père était important, qu'il avait des réunions avec des présidents. Ses yeux marrons évaluèrent Ricardo avec une sagesse qui faisait mal. « Pourquoi voudriez-vous jouer avec nous ?»« Parce que mon fils était plus sage que moi. » L'honnêteté désarmée dans la voix de Ricardo trancha l'air, et j'étais trop stupide pour le voir avant qu'il ne soit trop tard. Il y eut une minute de silence. Puis Diego ramassa le ballon. « D'accord, mais vous devez être gardien de but, comme Théo. » Les 2 heures qui suivirent furent les plus humiliantes et, en même temps, les plus libératrices de la vie de Ricardo. Il était spectaculairement mauvais. Chaque tir passait à côté de lui ou, pire, entre ses jambes. Les enfants riaient, mais pas avec méchanceté, avec la même joie authentique qu'ils avaient probablement partagée avec Matteo. « Non, Seigneur Valente !» criait Diego. « Vous devez sauter avant que le ballon n'arrive, pas après. »« Pliez les genoux » ajoutait Julio. « Ma grand-mère bouge plus vite » taquinait Marcos, et tout le monde éclata de rire. Même Ricardo se surprit à rire. Un son rouillé, peu utilisé, mais réel. Carmen observait depuis le banc sous l'arbre. Elle avait apporté du jus d'orange maison dans un pichet en plastique et des gobelets jetables. Quand Ricardo s'effondra enfin sur l'herbe, épuisé et trempé de sueur, elle s'approcha et lui offrit un verre. « Ce n'est pas aussi élégant que vos réunions d'affaires, n'est-ce pas ? » ?»« C'est mieux. » Ricardo but le jus comme si c'était l'eau la plus pure. Bien mieux. Leurs regards se croisèrent, et Ricardo sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une véritable connexion. Carmen ne voyait pas le magnate ou l'homme de Forbes, elle voyait un père brisé, essayant de se reconstruire. « Batre buacore pansis. » Matteo avait raison à ce sujet, dit doucement Ricardo, que les petites choses comptent le plus. Il a fallu que je perde tout pour l'apprendre. Carmen n'édulcora pas ses mots, mais il n'y avait pas de jugement non plus. La question est de savoir ce que vous allez faire de cette leçon maintenant. Au cours des semaines suivantes, Ricardo se présenta 3 jours par semaine, annulant des réunions, reportant des inspections. Ses associés étaient alarmés. Son assistante frôla la crise de nerfs, mais Ricardo continua d'y aller. Il ne faisait pas que jouer, il écoutait. Il apprit que Julio rêvait de devenir architecte, mais que son école n'avait pas de bon programme d'art, que Marcos s'occupait de ses 3 jeunes frères pendant que sa mère faisait des gardes de nuit, que Gabriel parlait peu parce que son père les avait abandonnés et que les mots semblaient vraiment dangereux. Ricardo ne fit pas de chèque. À la place en qu'il se présenta. Il assista au match scolaire de Diego à Edarulio avec ses projets de mathématiques en utilisant des principes d'ingénierie structurelle, apprit à Marcos comment organiser un emploi du temps, s'assit à côté de Gabriel en silence, offrant une présence sans exiger de mots. Et lentement, quelque chose en Ricardo commença à changer de l'intérieur. Au travail, il mit en place des politiques radicales. Pas de réunion après 18 heures, congé parental, payé prolongé, garderie dans les bureaux pour les employés avec enfants. Ses concurrents pensaient qu'il avait perdu son mordant. Ses employés le virent vraiment pour la première fois. Carmen remarqua aussi le changement. Ils commencèrent à prendre un café après les matchs. Des conversations qui duraient jusqu'à ce que les lampadaires du parc s'allument. Elle lui parla de son défunt mari, mort dans un accident de travail quand Diego avait 7 ans. De cumuler 2 emplois pour qu'il s'en sorte, d'apprendre à Diego que la richesse ne se mesurait pas en argent. Ricardo partagea des choses qu'il n'avait jamais dites à Elena. Son propre père absent, un constructeur mort d'une crise cardiaque à 50 ans, ne laissant que des bâtiments froids. Comment Ricardo avait juré d'être différent, mais avait fini par devenir exactement le même. Comment l'argent était devenu son langage d'amour, parce que c'était le seul qu'il connaissait.
Il n'est pas trop tard pour changer, dit Carmen un soir. Leurs épaules se frôlaient presque sur le banc. Matteo n'est plus là, mais Diego l'est. Tous ses enfants sont là. Et toi ? Les mots échappèrent à Ricardo avant qu'il ne puisse les retenir. Tu es là ? Carmen le regarda avec ses yeux qui en avaient trop vu. Je suis là, Ricardo. Mais si c'est une recherche de culpabilité et de rédemption, ce n'est pas ça. Ou peut-être que c'est comme ça que ça a commencé. Mais maintenant, Carmen, je n'ai pas ressenti ça depuis des années. Me voir tel que je suis vraiment dans les yeux de quelqu'un et ne pas sentir que je dois être plus ou moins ou différent. Avant que Carmen ne puisse répondre, Diego cria depuis le terrain. « Maman, Señor Valente a marqué un but, enfin !» Tous deux se tournèrent pour voir Ricardo porté sur les épaules des enfants, riant d'une joie qui transfigura son visage de 45 ans en quelque chose de presque jeune. Carmen sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Matteo aurait été fier. Cette nuit-là, alors que Ricardo retournait à sa voiture, il trouva Elena qui l'attendait, adossée à la Rolls-Royce avec des documents à la main. « Les papiers du divorce signés », tendit-elle. « Tu es en train de devenir l'homme que j'ai toujours voulu que tu sois, Ricardo, mais c'est trop tard pour nous. Cependant, il n'est pas trop tard pour que tu sois le père que Matteo voulait que tu sois, même si c'est pour les enfants des autres maintenant. » Ricardo prit les documents, et pour la première fois, il ne ressentit pas d'échec. Il ressentit une libération. « Merci, dit-il sincèrement, de l'avoir laissé aller au parc, de lui avoir donné ces moments. » Elena hocha la tête, des larmes silencieuses coulant. « Promets-moi juste une chose, ne gâche pas cette seconde chance. » Elle partit, et Ricardo sut que c'était la dernière fois qu'il la voyait de cette façon. Un chapitre se fermait, mais un autre commençait. 18 mois plus tard, le dernier soleil peignait le parc municipal de tons dorés, pendant que Ricardo ajustait les gants de gardien de but que Diego lui avait offerts pour Noël. Usés, réparés à 2 endroits, mais Ricardo les chérissait plus que n'importe quelle montre suisse. « Prêt, Señor Ricardo !» cria Julio depuis le centre du terrain. Plus personne ne l'appelait Señor Valente. Cet homme était mort avec Matteo. C'était juste Ricardo, le gardien de but nul qui se présentait religieusement tous les mardis, jeudis et samedis. « Allez, ma grand-mère bouge plus vite !» taquinait Marcos, maintenant âgé de 14 ans et bénéficiant d'une bourse complète pour une école technique que Ricardo avait aidé à obtenir, non pas avec de l'argent, mais avec des heures de tutorat en mathématiques et en ingénierie. Ricardo sourit. Il était toujours mauvais dans les buts, mais cela ne le dérangeait plus. Il avait appris que l'important n'était pas d'être bon. L'important était d'être là. Le ballon vola vers lui. Cette fois, miraculeusement, ses mains l'attrapèrent. « Batte !» cria ironiquement Gabriel. « Je veux dire arrêt !» Tout le monde éclata de rire, y compris Ricardo. Gabriel parlait plus maintenant. Il avait rejoint l'équipe de débat de l'école. Il était toujours silencieux, mais ses mots avaient du poids. La voix de Carmen retentit depuis le banc. C'est l'heure du jus. Ricardo trottina vers elle. Son cœur faisait quelque chose d'étrange à chaque fois qu'il la voyait. Carmen portait une simple robe jaune, ses cheveux détachés, une première car elle avait enfin accepté de réduire à un seul emploi. « Tu as apporté des empanadas ?» Ricardo sentit l'odeur dans l'air. « À la viande, j'en ai aussi apporté assez pour les enfants, avant que tu ne penses qu'elles sont juste pour toi. » Mais Carmen sourit, et mon Dieu, ce sourire le détruisait toujours de la meilleure façon. Ils s'assirent ensemble, leurs épaules se touchant confortablement. Ils avaient commencé à sortir ensemble il y a 6 mois, lentement et prudemment. Un dîner ici, un café là. Ricardo avait rencontré les parents de Carmen. Carmen avait survécu à un dîner terriblement gênant avec Elena, qui, étonnamment, avait donné sa bénédiction. « Elle te voit telle que tu es », avait dit Elena. « Je ne voyais que ce que nous voulions que tu sois. » Diego a un match vendredi, mentionna Carmen. Le match de championnat. Je sais, j'ai déjà pris toute ma journée. Ricardo mordit dans une empanada. Je ne manquerai son match pour rien au monde. Les yeux de Carmen s'adoucirent. Matteo serait heureux de voir qui tu es devenu. J'essaie. Ricardo regarda Diego, qui était maintenant capitaine de l'équipe de jeunes du quartier. Chaque jour, j'essaie d'être l'homme dont mon fils avait besoin que je sois. L'entreprise de Ricardo avait radicalement changé. Valente n'était plus l'entreprise la plus rentable du secteur, mais c'était la plus éthique. Salaires équitables, horaires humains, programmes communautaires. Certains actionnaires étaient les partis. Ceux qui étaient en restés comprenaient que certaines choses valaient en plus que les bénéfices trimestriels. Ricardo avait personnellement mis en place un programme où les enfants hospitalisés recevaient, eux, des jours de normalité. Des sorties au parc, au cinéma, des endroits où ils pouvaient être juste des enfants pendant quelques heures, anonymement, comme Matteo l'aurait voulu. « Señor Ricardo ?»
Une petite voix interrompit ses pensées. Ricardo se tourna. Un garçon d'environ 9 ans se tenait timidement sur le bord du terrain. Il portait une casquette bleue qui ne cachait pas complètement son crâne chauve. Les yeux de Ricardo s'emplirent instantanément de larmes. Le garçon ressemblait tellement à Matteo que ça faisait mal de respirer. « Salut, c'est Tchlar !» C'est de « salut !» Ricardo s'agenouilla pour être au niveau du garçon. « Comment t'appelles-tu » Samuel, le garçon désigna une femme qui attendait nerveusement à proximité. « C'est ma mère, nous vivons dans cet immeuble. J'ai vu les enfants jouer et… » Sa voix s'éteignit, pleine de désir. Ricardo comprit immédiatement. Ce garçon, comme Matteo, voulait juste être normal pendant un moment, voulait juste jouer. « Tu veux être gardien de but » demanda doucement Ricardo. « Nous en avons besoin d'un bon. »« Je suis nul. » Les yeux de Samuel s'illuminèrent. « Vraiment ? Je peux ?»« Bien sûr. » Ricardo se leva et cria « Les gars, nous avons un nouveau coéquipier. » Diego fut le premier à s'approcher, tendant la main. « Je suis Diego, tu sais jouer ?» Samuel secoua timidement la tête. « Pas grave. » Diego sourit, le même sourire qu'il avait donné un jour à un autre garçon malade qui voulait juste appartenir. « On va t'apprendre comme j'ai appris à Théo. » Ricardo dut se détourner. Les larmes coulaient enfin. Carmen fut à ses côtés en un instant. Sa main trouva la sienne. « C'est bon, » murmura-t-elle. « C'est bon de pleurer. Ce n'est pas de la tristesse. » Ricardo la regarda avec émerveillement. « C'est de la gratitude. Matteo m'a appris à vivre même après sa mort. » La mère de Samuel s'approcha, hésitante. « Vous êtes sûr que c'est bien ? Samuel est en traitement et… » « C'est bon. » Ricardo lui offrit son sourire le plus chaleureux. « Mon fils était dans sa situation. Ses enfants prendront bien soin de Samuel, et moi aussi. » Pendant l'heure qui suivit, Ricardo regarda Samuel jouer maladroitement, rire quand il se trompait, célébrer quand il arrêtait miraculeusement un ballon. Les autres enfants le traitaient avec la même normalité tendre qu'ils avaient redonnée à Matteo. Et Ricardo comprit. C'était l'héritage de son fils. Pas l'argent ou les bâtiments, mais ce moment, cette connexion. Cette communauté d'enfants qui comprenaient que tout le monde méritait de jouer, quoi qu'il arrive. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ricardo aida à ramasser les ballons. Samuel s'approcha, souriant toujours. « Je peux revenir demain ? Tu peux venir quand tu veux. » Ricardo s'agenouilla à nouveau. « Ce terrain est toujours ouvert pour les garçons courageux comme toi. » Samuel le serra impulsivement dans ses bras, et Ricardo le tint, fermant les yeux, imaginant un instant qu'il tenait Matteo. Cette nuit-là, Ricardo et Carmen raccompagnèrent Diego chez eux ensemble, comme la famille qu'ils apprenaient encore à être. À la porte de l'appartement, Diego s'arrêta. « Seigneur Ricardo, tu peux venir dimanche ? Maman va faire un gâteau au chocolat. » Ricardo regarda Carmen qui hocha la tête avec un sourire qui promettait plus qu'un simple dessert. « J'adorerai. » Plus tard, seul dans son appartement, il avait vendu le manoir il y a des mois, trop de fantômes, Ricardo ouvrit le journal de Matteo à la dernière page que son fils avait écrite. Puis il prit un stylo et écrivit sa propre entrée, quelque chose qu'il faisait depuis des mois, comme une thérapie. « Matteo, aujourd'hui j'ai rencontré un garçon nommé Samuel. Il m'a rappelé toi. Diego l'a traité exactement comme il te traitait, avec gentillesse, normalité, acceptation. J'essaie d'être le père que tu méritais. Je ne peux pas changer le passé, mais je vis le présent en honorant qui tu étais. Carmen dit qu'on tombe amoureux des gens dans les petits moments. Je pense que je comprends enfin. Je t'aime, mon fils, et je promets que chaque enfant qui croisera mon chemin recevra le temps que je ne t'ai pas donné. Ton père qui apprend enfin à vivre. » Il ferma le journal et regarda les photos sur sa table de chevet. La photo même que Carmen lui avait finalement donnée, Matteo, Diego et Ricardo ensemble dans le parc, prise en secret une semaine avant la mort de Matteo. Sur la photo, Matteo était au centre, les serrant tous les deux, souriant d'une joie que Ricardo n'avait jamais pensé voir. « Merci, murmura-t-il au fantôme de son fils, de m'avoir appris qu'il n'étant jamais trop tard pour changer, pour Diego, pour Carmen, pour cette seconde chance que je ne mérite pas, mais que j'honorerai chaque jour. » La montre suisse sur sa table de chevet commença à jouer sa mélodie. Et pour la première fois, en 18 mois, Ricardo sourit en l'entendant, car maintenant, ce son ne signifiait pas la perte, mais l'héritage. 3 ans plus tard, le parc municipal était méconnaissable. Le terrain improvisé avec des pierres en guise de but avait été remplacé par une installation sportive professionnelle, de modestes gradins, un éclairage nocturne et un gazon synthétique. À l'entrée, une plaque discrète disait simplement « À la mémoire de Matteo Teo Valente », qui nous a appris que la vraie richesse se mesure au rire partagé. Ricardo arriva tôt, comme toujours.
Plus de cheveux gris dans ses cheveux et moins de costume cher sur son dos. Aujourd'hui, il portait un jean usé et le t-shirt de l'équipe de jeunes, où Diego était maintenant entraîneur adjoint à l'âge de 16 ans. « Tu es en avance ». Carmen apparut derrière lui, 2 thermos de café à la main. À 38 ans, les cheveux détachés et un sourire qui faisait toujours battre le cœur de Ricardo, elle était plus belle que jamais. « Notre équipe joue aujourd'hui ». Ricardo l'embrassa doucement, un geste devenu aussi naturel que de respirer. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Notre équipe. Ces mots semblaient être encore un miracle. Ils s'étaient mariés il y a 6 mois lors d'une petite cérémonie dans ce même parc. Elena était présente avec son nouveau petit ami, un professeur de littérature qui la faisait rire. Il n'y avait pas d'amertume, seulement une gratitude mutuelle pour les chemins différents qui les avaient amenés à devenir de meilleures personnes. « Samuel a demandé si tu pouvais l'aider avec ses devoirs de physique après le match ?» mentionna Carmen alors qu'ils s'asseyaient dans les gradins. « Il dit que tu es un meilleur professeur que son tuteur. » Ricardo sourit. Samuel, maintenant âgé de 12 ans et en rémission complète, faisait partie de sa vie autant que Diego. Le programme que Ricardo avait mis en place discrètement fonctionnait désormais dans 8 villes, offrant aux enfants hospitalisés des moments de normalité. Carmen en était devenue la coordinatrice, utilisant son expérience et son empathie pour comprendre ce dont ces familles avaient besoin. « Bien sûr, mais seulement si tu promets d'arrêter de te moquer de mes compétences de gardien de but. »« Ça n'arrivera jamais, » Carmen rit. « Tu es toujours aussi nul. »« Je suis constamment nul. Ça compte comme une compétence. » Les enfants commencèrent à arriver. Julio, maintenant en première année d'université en architecture avec une bourse complète, vint soutenir son jeune frère. Marcos amena ses frères. Gabriel, étonnamment loquace, commentait les matchs pour la radio communautaire du quartier. Et Diego. Diego était devenu un jeune homme impressionnant, grand, confiant, mais avec la même gentillesse qu'il avait un jour tendue à un garçon malade. « Papa !» cria Diego. Et Ricardo tressaillait encore à chaque fois qu'il entendait ce mot. Cela avait commencé comme un lapsus il y a 6 mois, mais c'était resté. « Tu peux t'échauffer avec les gars, on a besoin d'un gardien de but d'entraînement. » Ricardo regarda Carmen qui hocha la tête, les yeux brillants. « Vas-y, ton fils a besoin de toi. »« Ton fils. » Pas biologiquement, mais dans tous les sens qui comptaient un petit. Ricardo descendit sur le terrain où un nouveau garçon attendait nerveusement sur le bord. Il avait environ 10 ans. Une perruque mal ajustée cachait ce qui était clairement une perte de cheveux due à la chimiothérapie. Ses yeux marrons étaient blancs et pleins de désir et de peur. « Salut !» Ricardo s'agenouilla. « Je suis Ricardo, tu veux jouer ?» Le garçon hocha timidement la tête. « Je m'appelle Andrés, j'ai vu le match la semaine dernière de là-bas. » Il désigna un immeuble voisin. « Mais je ne sais pas si je peux. Je suis malade et je me fatigue vite. » « Mon fils aussi était malade, » l'interrompit doucement Ricardo, « et il jouait ici. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, Andrés, tu as juste besoin de vouloir être ici. » Diego s'approcha tendant un ballon. « Quel poste aimes-tu »« Gardien de but, » murmura Andrés, « mais je ne suis pas bon. »« Parfait. » Diego sourit. « Notre gardien d'entraînement est nul. Tu es parfait pour l'équipe aussi. » Ricardo fit semblant d'être offensé pendant que les enfants riaient. Andrés rit aussi, d'abord timidement, puis plus fort. Et Ricardo vit le cycle se boucler. Un autre enfant trouvant de la joie au milieu de la souffrance. Un autre enfant qui serait juste un enfant pendant quelques heures. Matteo aurait été fier. Le match commença. Ricardo et Andrés défendaient les buts ensemble, ratant spectaculairement, riant sans contrôle. Quand Andrés arrêta enfin un ballon par pur hasard, tout le parc éclata en applaudissements. « Je l'ai fait !» Andrés sauta, puis vacilla, clairement pris de vertige. Ricardo le soutint immédiatement. « Et champion, peut-être qu'il est temps de se reposer un peu, et si on s'asseyait et qu'on criait des instructions depuis le banc ?» Andrés hocha la tête, reconnaissant de ne pas avoir à admettre qu'il était épuisé. Il l'amena dans les gradins, où Carmen attendait avec du jus d'orange. La mère d'Andrés, qui observait anxieusement, s'approcha les larmes aux yeux. « Merci. Je ne l'ai pas vu sourire comme ça depuis des mois. Vous pouvez l'amener quand vous voulez. » Carmen lui donna son numéro. « Nous avons des programmes pendant la semaine, des sorties au cinéma, des musées, des endroits où les enfants peuvent être juste des enfants. » Ricardo regarda Diego diriger l'équipe avec patience et sagesse. Regarda Samuel apprendre à un autre enfant plus petit comment frapper correctement. Regarda Andrés boire son jus avec un sourire qui illuminait son visage pâle, et il sentit Matteo dans chaque instant. Dans le rire des enfants, dans le vent chaud, dans la main de Carmen, entrelacée avec la sienne. « À quoi tu penses ?» demanda doucement Carmen. « Que Matteo m'a sauvé. »
Ricardo la regarda, les larmes sans honte. M'a sauvé de devenir mon père, de mourir riche mais vide. Il m'a donné cette vie, cette famille, ce but. Tout ça parce qu'il a eu le courage de s'échapper et d'être heureux quand je ne pouvais pas lui donner ce dont il avait besoin. Carmen posa sa tête sur l'épaule de Ricardo. Il t'aimait, et il savait qu'à la fin, tu comprendrais. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, Ricardo sortit la montre suisse de sa poche, l'ouvrit, et la mélodie familière emplit l'air. Diego, l'entendant depuis le terrain, leva les yeux et sourit. Andrés demanda « C'est quoi cette musique ?»« C'est un rappel. » Ricardo ferma doucement la montre. Que les gens qu'on aime ne partent jamais vraiment. Ils vivent dans les choix que nous faisons, dans les vies que nous touchons, dans les moments que nous créons. Comme Théo, dit Andrés, car Diego lui avait raconté les histoires. Exactement, comme Théo. Cette nuit-là, de retour à l'appartement qu'il partageait maintenant avec Carmen et Diego, modeste mais plein de vie, Ricardo écrivit sa dernière entrée dans le journal de Mathéo. « Mon fils, cela fait 3 ans. Je n'écris plus ici en cherchant le pardon. J'écris pour te dire que j'ai réussi. Je suis devenu l'homme que tu voulais que je sois, imparfait, mais présent, réel, vivant. Diego est devenu un homme incroyable. Carmen m'a réappris à aimer. Les enfants du parc m'ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Ton héritage n'est pas un bâtiment que j'ai construit, c'est ceci. Chaque enfant qui trouve de la joie dans ce parc, chaque parent qui choisit d'être présent, chaque petit moment qui devient éternel. Merci pour le temps que nous avons eu, même si je n'étais pas assez sage pour l'apprécier à l'époque. Et merci pour le temps que tu m'as donné après, pour me rattraper avec ceux qui sont encore là. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Et chaque jour où je joue dans ce parc, je joue avec toi, jusqu'à ce qu'on se revoie. Papa. Il ferma le journal une dernière fois et le plaça sur une étagère spéciale, à côté d'une photo du parc. Carmen entra, prête à dormir. « Ça va ?» Ricardo la serra dans ses bras, respirant l'odeur de son shampoing bon marché qu'il aimait plus que n'importe quel parfum cher. « Je vais plus que bien, je suis à la maison. » Et alors qu'il s'endormait avec Carmen dans ses bras et Diego ronflant doucement dans la pièce voisine, Ricardo sut avec une certitude absolue, Mathéo avait gagné, l'amour avait gagné, et les jours au parc seraient éternels. Si cette histoire de Ricardo et Mathéo a touché ton cœur, nous t'invitons à nous laisser un commentaire en partageant quel moment t'as le plus ému. Était-ce lorsque Diego est apparu au cimetière, lorsque Ricardo a lu la lettre de Mathéo, ou peut-être quand il a enfin joué dans le parc, honorant l'héritage de son fils ?